Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Je suis déjà passé par cette porte et je dois vous dire qu'aujourd'hui je suis vraiment du mauvais côté de l'amphi. J'ai étudié il y a 10 ans maintenant dans cette université le management et j'ai essayé de réfléchir à ça. Pourquoi est-ce que j'ai voulu étudier le management? Et vous, tiens, pourquoi est-ce que vous êtes là? Prenez 5 secondes pour réfléchir à ça. Avec un peu de recul, je pense que j'ai voulu étudier le management pour plusieurs raisons. D'abord pour rentrer dans une entreprise avec un statut reconnu, avec des responsabilités et des enjeux. Ou alors non, peut-être un truc pas trop fatigant et bien payé. Alors je suis là, 3 ans de ma vie, à apprendre plein de choses. La gestion de ressources humaines, la finance, la gestion de projets, le droit, la négociation, tout ça. 3 ans à préparer l'étape d'après, comme vous. Mon premier job. Comme beaucoup d'autres étudiants, je suis devenu développeur de logiciels dans une grosse boîte. Fini le management et fini la gestion de quoi que ce soit. Comme me l'a dit un jour un recruteur de talent, tu comprends, dans un fast-food, on va d'abord commencer par faire des frites avant de tenir la caisse. 3 ans de ma vie à apprendre tout ça pour rien. Alors on prend ses marques, on monte petit à petit en compétences, on finit par devenir un développeur potable et parfois correct sur mes bons jours. Et un jour arrive ce jour merveilleux, ce jour où ton chef te convoque et te dit que tu fais du super travail, que tu es vraiment un bon développeur. Et du coup, tu vas devenir chef de projet. Ça y est, on y est. C'est marrant, mais peu importe le parcours qu'on aurait pu avoir, les étapes sont les mêmes pour tous. D'abord, tu développes. Et si tu es bon, tu vas devenir chef de projet. Et si tu es encore bon, tu deviendras manager. C'est curieux, non? Pourquoi, si je suis bon dans ce que je fais, on va me demander de faire autre chose? Et si finalement j'aimais ça? Si finalement j'aimais être développeur? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de changer? Certains appelleront ça une évolution de carrière. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre une évolution voulue et accompagnée et d'un autre côté, donner les clés d'une Ferrari à un gosse de 6 ans et lui demander d'aller conduire. Mais on va revenir à mon histoire. Quelques années à gérer mes projets, mon équipe, m'ont permis de voir l'entreprise que je pensais connaître de manière complètement différente. On passe le plus clair de son temps en réunion et on travaille de moins en moins. On peut se dire que tout ça est normal si finalement le reste, le plus grand nombre de l'entreprise est encore consacré aux réalisations, aux choses qui ont de la vraie valeur. Sauf que quand on regarde réellement les choses et qu'on se rend compte qu'on est une bonne douzaine à se bagarrer dans des réunions sans fin pour essayer de comprendre sur quoi 3 ou 4 personnes vont travailler, on se dit qu'on a peut-être atteint des sommets. Et le pire, c'est que les gens les mieux payés dans la société sont ceux qui vont passer leur temps en réunion à essayer de faire valoir ce pourquoi ils sont payés. J'ai donc décidé de changer de métier. Je suis devenu coach, c'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai choisi d'aller voir autre chose. Parce que je me suis dit que ces petits travers qui m'avaient un petit peu chatouillé venaient d'autre chose. Et que d'autres entreprises pouvaient être différentes. Donc j'accompagne maintenant d'autres organisations avec d'autres managers. Et je peux vous rassurer, donc tous ces petits travers qu'on a pu voir dans mon expérience passée sont en fait parfaitement normaux et tout à fait répandus. Mais qu'est-ce qui cloche alors? Les organisations se transforment. Les grands projets sont chahutés par les aléas du marché et par les innovations de rupture. Les petites startups sont maintenant plus virulentes que les grands concurrents d'autrefois. Donc l'entreprise doit s'adapter. Elle change ses produits, elle change ses services. Mais pas que. Elle doit aussi changer la façon dont elle travaille et son organisation.
Ça, les dirigeants l'ont bien compris. Donc ils vont s'accompagner de grandes équipes de transformation qui vont faire plus ou moins d'eux des grands leaders inspirants que tout le monde attend. Et de l'autre côté de l'échelle, il y a les équipes. Elles changent elles aussi. Elles voient défiler les nouvelles méthodes de travail plus vite que des collections de prêt-à-porter. Pas le temps d'en essayer une que la nouvelle est déjà là. Télétravail, flex office, équipe multisite internationale, autonome et auto-organisée. Tout le monde rêve de bosser dans ces entreprises qui ont 10 ans d'avance sur leur temps. Où on travaille en basket, dans un hamac en couleur, avec un smoothie à la main. Sauf qu'on a oublié quelqu'un dans le portrait. On a oublié les managers. À différents niveaux, avec différentes responsabilités. C'est eux qui vont transformer les grandes ambitions de l'entreprise en quelque chose de concret qui arrivera vraiment. Pour aller un petit peu plus loin, j'ai fait quelques recherches. Comme vous, je me suis pas trop foulé, je suis allé sur Internet. Et on lit que le management, c'est l'art de mettre les moyens humains et les moyens matériels d'une entreprise à destination de ses objectifs. Du coup, j'ai lu des livres. Ça existe aussi. Les plus anciens livres considèrent le management comme un maillon essentiel de l'entreprise. Le manager est là pour penser à la place de ses ouvriers, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Le manager ne doit pas comprendre le métier pour lequel ses ouvriers travaillent, parce qu'il pourrait se rendre compte que de nouvelles augmentations de cadence ne sont pas possibles. Mais si on lit les textes plus récents, c'est beaucoup moins sympa. On considère le management comme le plus haut niveau d'incompétence dans les entreprises. Parce que plus on manage, et moins on fait. Et moins on fait, moins on est pertinent. Lorsqu'on accompagne des entreprises comme je fais, on rencontre différents styles de management. Ces managers vont tous avoir leur style, et pour vous faire gagner un peu de temps, je vous ai fait une petite compilation. Je leur ai donné des noms pour vous aider à les retenir. Le premier, c'est le passe-plat. Le passe-plat, il a bien compris comment ça marche une entreprise. Tes objectifs sont les objectifs de ton chef. C'est facile. Et si tu y arrives, tout le monde est content. Alors comment ça se passe dans la vraie vie? Je vais vous donner un exemple, un vrai. Une entreprise cherche à économiser sur ses coûts de développement. Elle va donc essayer de mettre 10% de ses effectifs à l'étranger. Ça peut se comprendre. Que font les passe-plats? L'entreprise, elle va donner cet objectif au passe-plat en chef, qui va donner ça à son sous-passe-plat, qui aura pour objectif 10% de ton entité à l'étranger, qui fera de même, à l'étage d'en dessous, 10% de ton service à l'étranger, qui fera de même au niveau des équipes, 10% de ton équipe à l'étranger. C'est facile. Sauf qu'on se retrouve dans ce genre de cas avec un mec tout seul, à l'autre bout du monde, qui attend derrière un téléphone, qu'une équipe qu'il ne connaît pas lui donne un travail pour lequel il ne sait pas forcément comment s'y prendre. Peut-être qu'un management un petit peu différent aurait pu s'y prendre différemment. Et constituer de vraies équipes, même à l'autre bout du monde, avec un vrai but et de vraies ambitions. Le deuxième profil, c'est le poilu. Lui, il a fait la guerre il y a 100 ans, et en plus, il a gagné. Donc il faut bien croire que ce qu'il a fait à l'époque, c'est la bonne méthode. Pas question de changer quoi que ce soit. Et si jamais il y a des problèmes, faisons toujours plus de la même chose. Comme ça, on aura toujours plus du même résultat. Le changement peut venir d'en haut ou d'en dessous, il se battra bec et ongle pour ne rien changer. Troisième profil, le sénateur. Le sénateur, il a bien compris comment marche une entreprise. Il a mis des années à arriver là, et il a bien l'intention de garder sa place. Pour lui, tout est politique. Alors il se réunit avec d'autres sénateurs, prend parfois conscience des vrais problèmes, que ce soit des problèmes de collaboration entre services, ou même de vrais besoins de réorganisation. Mais la politique, c'est important. On ne doit pas montrer les choses qui ne vont pas, parce qu'on pourrait perdre sa place. Donc on ne met pas en avant les vrais problèmes. On évite d'être transparent, et on finit par prendre des décisions tièdes, avec pas de réelles actions derrière. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens se demandent où sont les sénateurs, et qu'est-ce qu'ils font. Quatrième profil, le pilote. Le pilote, il va vite, et le pilote, il va loin. Il dirige ses équipes avec des tableaux de bord extrêmement compliqués. Parce que pour lui, les chiffres, c'est la clé.
Les chiffres, c'est pratique parce que ça veut tout dire, mais on peut aussi leur faire dire ce qu'on veut. Alors on en met partout. On va demander aux équipes d'en faire toujours plus. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des gens qui passent une demi-journée par semaine à essayer de décrire ce sur quoi ils ont travaillé à la demi-heure près, voire moins. Ça dure qu'un temps. Les gens comprennent les chiffres, se rendent compte que ça se pirate et qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Je vais arrêter ici le descriptif des pratiques peu glorieuses et je passerai très peu de temps sur d'autres profils tels que le prof qui est persuadé qu'il a toutes les réponses, qui distribuera les tâches à tout le monde et donnera des notes en fin d'année. Ou alors l'oncle Picsou qui pense que l'argent c'est tout et qui comprendra pas pourquoi son équipe reste toujours aussi peu motivée après avoir augmenté tout le monde et distribué des primes. Certains reconnaîtront ici des figures un peu familières. Mais ne serions-nous pas nous-mêmes cachés derrière ce type de comportement? Ce n'est pas réservé à des élites, mais chacun de nous, plus ou moins souvent, et avec plus ou moins de virulence, sommes un peu cachés derrière ces comportements. La façon dont nous travaillons et la façon dont les entreprises se sont constituées, c'est fait sur des siècles entiers. La compréhension de l'entreprise et de leur rôle dépasse beaucoup d'entre nous. Et surtout, on n'a pas le temps. J'ai mon chef sur le dos. Tu crois que j'ai que ça à foutre de penser à ça? Et non. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'on est rentré dans cette routine. On a pris nos marques et maintenant on travaille comme ça. On se dit qu'on ne changera pas le monde et c'est normal. Pourquoi est-ce que tout cela arrive? D'abord par manque de confiance. On voit tous l'entreprise comme une sorte de totem géant sur lequel il faut essayer de s'élever le plus haut possible. Il n'y a qu'à voir la façon dont on parle. Démarrer en bas de l'échelle, gravir les échelons, top management. Sauf que sur cette échelle, il n'y a pas de place pour la confiance. Pourquoi est-ce que je ferais confiance à mes collègues, vu qu'on est en train de briller la même place au-dessus de nous? Pourquoi est-ce que je ferais confiance à mon chef? Parce que je dois lui dire que tout va bien. Et je comprends à peine les objectifs qu'il me donne. Et moi dans tout ça? Est-ce que mes équipes me font confiance? Est-ce que je leur donne confiance quand je leur distribue le travail et que je surveille ce sur quoi chacun travaille? Est-ce que je crée de la confiance? Finalement, est-ce que j'ai besoin de faire ça? Est-ce que je risquerais pas de perdre ma place si les choses changent? Tout ça est accéléré par une culture qui ne donne aucun droit à l'erreur. On a été élevé comme ça. À l'école, si j'ai de mauvaises notes, mes parents me disputent. En entreprise, c'est exactement pareil. Si je fais des erreurs, c'est mal. Et mon manager me dispute. Pourquoi je prendrais des risques? Il est important de commencer par prendre conscience de ces choses-là. C'est la première étape vers le changement. Et les choses changent. Les choses changent parce que des entreprises vont arriver à aller au-delà de ces dysfonctionnements. Comment elles s'y prennent? D'abord en voyant l'entreprise d'une manière totalement différente. On ne va pas chercher à pousser les gens vers de l'encadrement ou du management. On va plutôt reconnaître les expertises de chacun et les voir de manière différente. Reconnaître l'expertise, c'est valoriser les gens. C'est leur faire comprendre que le domaine dans lequel ils sont bons a de la valeur pour l'entreprise. Et ces gens-là vont se sentir responsabilisés, vont faire part de leurs compétences à tout le monde et seront bien plus efficaces dans leur travail. Pourtant, ça n'empêche pas d'aller vers du management. Et le rôle de manager, il évolue lui aussi. Il évolue parce que le manager est là pour créer un environnement qui permettra à ses équipes d'être autonomes et de s'auto-organiser. Comment ils s'y prennent? De plusieurs manières. La première, c'est la délégation. Observer la façon dont les décisions se prennent dans une entreprise, c'est un premier pas pour avancer. Confier des décisions au plus près de l'action va permettre de responsabiliser les gens, de leur faire comprendre que leur décision a de l'importance. Et le deuxième avantage, c'est que ça rend l'entreprise beaucoup plus réactive si on limite les intermédiaires. Le deuxième point, c'est la motivation. Beaucoup pensent que le pouvoir et la rémunération, ça fait tout. Sauf que c'est pas le cas. Les gens fonctionnent tous différemment, et certains sont motivés par autre chose.
la liberté, l'honneur, l'ordre, avoir un but. Tout ça, ça constitue la diversité d'une équipe. Et un manager qui sait s'occuper de ça et le prendre en compte créera des vraies relations à l'intérieur de son équipe. Le dernier point, c'est le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est fondamental. C'est quelque chose qui va permettre de créer un environnement sain, dans lequel chacun peut se lancer, expérimenter, sans avoir peur qu'on lui tombe dessus parce qu'il aura fait mal les choses. Créer un environnement sain responsabilise les gens. Et on voit certaines entreprises qui célèbrent les erreurs. Parce qu'aussi négatif que ça puisse paraître, une erreur, c'est un apprentissage. Tout ceci contribue à la création d'un environnement positif. Parce que finalement, c'est ça le rôle de manager. Je ne crois pas à ces théories fumantes qui disent qu'un manager doit être ce leader inspiré et inspirant qui n'a qu'à lever le doigt pour rallier tout le monde à sa vision. Un manager, c'est un être humain, comme tout le monde. Parfois poilu, parfois pilote. Il fera des erreurs et il saura les reconnaître. Mais le vrai but du manager est de créer cet environnement positif pour que chacun puisse trouver la meilleure place possible dans une organisation. Et maintenant, vous me demanderez comment on va plus loin. En allant s'inspirer des autres et en poursuivant l'effort. Quelques pionniers ont décidé de changer la façon dont on travaille, de percevoir l'organisation et les relations de manière différente. S'inspirer de ces choses-là et les expérimenter à tous les niveaux permettra de changer le monde du travail. Les choses ne se feront pas en 2 jours, ni même en 2 mois. Ça prendra plusieurs années. Mais le changement le plus important, il est devant nous. Le changement le plus important, il est devant moi. C'est les nouvelles générations qui vont changer la façon de comprendre l'entreprise. C'est vous et tous les autres futurs professionnels qui intégreront les entreprises qui vont changer le monde du travail. Prenez conscience de ça. Les entreprises dans lesquelles vous allez entrer, vous aurez un œil neuf. Cet œil neuf, personne ne peut se le payer après 10 ou 15 ans de boîte. Ou alors au coût d'un vrai travail de fond. Comprenez que le changement de mentalité passera par votre discernement et dans les décisions que vous prendrez quand vous serez à de hauts niveaux. Comprenez aussi que votre opinion a de la valeur et vous devez la faire valoir, dans le respect de chacun bien sûr. Comprenez que vous n'avez pas à rentrer dans le moule, c'est peut-être pas à vous de changer. Que c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est la bonne méthode. Inspirez-vous du monde professionnel dans lequel vous allez entrer. Essayez d'en voir les choses qui fonctionnent, mais essayez de voir aussi leurs limites. Puis créez l'environnement dans lequel vous avez envie de travailler. Le monde du travail est l'endroit dans lequel vous allez passer le plus clair de votre vie. Vous allez y passer plus de temps qu'avec vos amis ou votre famille. Alors ne faites aucune concession. Merci pour votre attention. Et si je suis ici, du mauvais côté de l'amphi, c'est pour vous rappeler que vous n'êtes peut-être pas fait pour faire des frites. Merci.